À partir de 2050, les prévisions nous disent que la moitié de la population mondiale sera myope, sera atteinte d'une certaine forme de myopie. 10% de la population sera fortement myope et 50% sera atteint d'une forme ou d'une autre de myopie. Ouh, voilà une prévision qui fait froid dans le dos. Et pourtant, si je suis honnête, je ne peux pas m'empêcher de sourire à l'idée que je me sentirais moins seule dans ce monde flou. Mais ça ne dure pas, car j'ai en mémoire l'historienne Corinne Doria qui évoquait dans l'épisode précédent le taux préoccupant de myopie chez les enfants de moins de 10 ans. Il est de 50% en Asie. Et par exemple, rien qu'à Séoul, en Corée du Sud, 95% des hommes de 19 ans sont déjà myopes. Alors quoi ? La myopie serait une épidémie du monde moderne ? Au fond des yeux, le podcast qui change votre regard. 2e épisode, la myopie dans le rétro. Alors, des gens qui documentent la myopie, ça existe depuis très très longtemps. Baptiste Villemay, post-doctorant à l'Institut de la Vision. Déjà Aristote en parlait, d'ailleurs myopie, on peut en parler, ça vient du grec muo qui veut dire fermé et ops, œil, donc en fait c'était Aristote qui aurait remarqué que les gens myopes avaient tendance à fermer un œil pour mieux voir de loin. Donc ça veut dire qu'on a déjà des documentations de personnes myopes à la Grèce antique. Il y avait donc des myopes à l'époque d'Aristote, soit. Mais ils devaient être bien moins nombreux qu'aujourd'hui, où nos yeux regardent plus souvent de près que de loin. Et notre mode de vie urbain, consommateur d'écran, y est sans doute pour quelque chose. Car quand le regard s'arrête un peu trop près, la myopie commence. Moi, par exemple, j'ai grandi en ville, et comme je suis curieuse, mon regard était en permanence attiré, stoppé par un détail. Une affiche, une vitrine, un visage, un chien. Et maintenant que je vis à la campagne, c'est presque une gymnastique de m'habituer à regarder loin. Donc, quand je marche, je fais un petit exercice souvent. Donc, j'essaye de voir les arbres. Donc là, au loin, je vois un chêne, un châtaignier, encore un chêne. Et ça, c'est un oiseau qui vient de s'envoler. Et je suis du regard, il part loin, 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 loin. Aujourd'hui, on est dans une société pour laquelle on utilise les mots hyper visualistes. Corinne Doria, historienne. À partir des années 70, on utilise les mots société oculocentrique pour indiquer la primauté de la vision dans la société et la culture contemporaine. On compte sur nos yeux pour travailler, pour les loisirs, pour la sociabilité, à un niveau inouï dans l'histoire. À la suite, surtout du développement des technologies des écrans tactiles, on est arrivé à un point où on dirait que c'est extrêmement difficile de s'adapter à la société contemporaine si on n'a pas une capacité visuelle performante. On peut imaginer que dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, à l'époque moderne, les demandes que l'on posait à notre système visuel étaient moindres. Il y avait moins de nécessité d'avoir une vision performante, de voir 10 sur 10 ou 20 sur 20 au quotidien. Ok, donc au Moyen-Âge, la myopie est une condition. On l'est, on le reste. J'aurais sans doute été super forte pour décorer les Bibles grâce à des petits pinceaux. Il paraît même que certaines familles priaient pour que leur enfant naisse myope afin de devenir enlumineur. Pourtant, si on remonte dans le temps, les Romains, qui ont toujours été les plus malins, avaient déjà mis au point une technique intrigante et un peu douloureuse pour se débarrasser de la myopie. On mettait des galettes, surtout pendant la nuit, avec des bandages pour comprimer l'œil, le globe oculaire lorsque l'on dormait. Et au réveil, la personne trouvait d'habitude que sa vision était améliorée. Mais la correction de la myopie, si l'on veut, commencer au XVIe siècle, quand les premières lunettes pour corriger la vision des loin ont été produites. Donc les premières lunettes ont été inventées au Moyen-Âge et c'était surtout des aides pour lire, étaient utilisées par des hommes d'église, par les hommes de lettres. Il faut attendre le VIe siècle pour avoir les premières lunettes pour corriger la vision de loin, donc avec des verres concaves.
Et ça a été le premier instrument pour corriger la myopie. Et en fait, il n'y avait pas exactement une échelle universelle. L'unité de mesure, la dioptrie, c'est quelque chose qui a été introduit très tard, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Le procès de choix des lunettes était très empirique. On allait chez le lunetier ou souvent les lunetiers arrivaient chez nous. Les lunettes étaient vendues par des vendeurs ambulants. Et on essayait. Ça me va, ça m'aide. Et on achetait souvent plusieurs paires de lunettes. On utilisait aussi les lunettes comme préservatifs, donc pour conserver la vision. Parce qu'on pensait qu'en portant des lunettes, c'était un moyen pour garantir en quelque sorte que les yeux continuent de bien fonctionner pour longtemps. Tiens, c'est curieux. Pour moi, les lunettes ont toujours existé. Mais c'est vrai qu'en y repensant, je ne connais pas de peinture célèbre de myopes ou de personnages portant des binocles. Hypothèse que j'ai voulu vérifier en me rendant dans l'un des musées de Paris, où, paraît-il, on peut croiser le plus de lunettes. Le musée Carnavalet. Moi, je voulais voir le 19e, le livre Proust. C'est au premier étage. Là, il y a des enseignes de commerce. Ah. Et juste au-dessus, qui s'est suspendu au plafond, il y a donc une enseigne de lunettes, c'est-à-dire ces deux yeux qui sont séparés dans une espèce d'énorme monture suspendue au plafond. Elle doit faire à peu près les 60 cm de large. Et c'est plutôt des bésicles. C'est une enseigne d'opticien, anciennement rue Saint-Antoine, dans le 4e arrondissement. Allez, on monte l'escalier à la recherche de lunettes. Bonjour. Bonjour. Je fais un reportage et je cherche des lunettes dans les tableaux ou des lunettes comme objet. On m'a dit qu'il y en avait ici. Ouais, je sais pas. Et surtout à la Révolution française. Peut-être faut aller demander à mon collègue, là, peut-être qu'il sait, faut des lunettes. Ouais, ou des bébés. Donc là, on est à la Révolution française. Il y a des objets, il y a beaucoup d'éventails, mais il n'y a pas de lunettes. Qu'est-ce que c'est que ce monde où tout le monde voit flou, ou alors tout le monde voit net? Et pourtant, parmi les visiteurs du musée, tous quasiment ont des lunettes. Tous les personnages qui sont peints regardent fixement le peintre droit dans les yeux, et même les personnes âgées. Là, je suis devant le portrait d'Étienne Arago, qui était un écrivain qui a bien 70 ans. Il ne porte pas de lunettes et il regarde droit dans les yeux le peintre. Moi, je me dis que ça aurait été quasiment impossible à faire pour moi qui suis myope. Donc, est-ce qu'il y a tromperie et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de ces lunettes sur les tableaux? Là, on arrive dans la seconde moitié du 19e siècle. Ah, j'ai trouvé un portrait. C'est le portrait de Georges Bizet, qui était compositeur. Et on le voit, c'est pas vraiment des lunettes, c'est des bésicles qui sont posés sur son nez de manière complètement de travers. Le verre gauche cache une partie de son œil. Alors, ça devait faire vraiment partie de lui pour que son portrait ait été peint avec ces bésicles. Les médecins ont considéré ce qu'on appelle aujourd'hui les vices de réfraction, donc des problèmes comme la myopie, l'astigmatisme, d'une façon assez superficielle. Ils n'étaient pas vraiment intéressés par ces conditions et surtout, ils ont eu pendant très longtemps une méfiance vis-à-vis des lunettes. Pourquoi? Parce que les lunettes ne corrigent pas les problèmes. C'est un aide, mais l'œil reste malade. On reste myope, mais on peut voir quand même. Ça arrive, si on commence à porter des lunettes, après il faut acheter des lunettes plus puissantes et ainsi de suite. Donc, étant donné que cette progression a été vérifiée déjà à l'époque moderne, les médecins à cette époque-là disaient oui, les lunettes ça sert à rien. Pour, disons, soulager les gens qui avaient des problèmes qu'on appelle aujourd'hui myopie, astigmatisme, il y avait des remèdes qui allaient de la saignée, par exemple, du régime. Il y avait un médicament qui était, disons, fréquemment conseillé, des tisanes à boire ou à utiliser avec, pour faire des comprimés à mettre sur les yeux, faites avec une herbe qu'on appelait casse-lunettes, parce qu'on pensait que c'était plus efficace que les lunettes. Une tisane pour faire diminuer la taille de l'œil. Il paraît même qu'on interdisait aux myopes de boire du chocolat, du café, de l'alcool
ou bien de consommer épicé. Aujourd'hui, ça peut paraître complètement farfelu, mais il faut se remettre en tête le contexte historique. Le manque d'intérêt de la médecine pour tout ce qui est les yeux, c'est lié au fait que pendant très très longtemps, il était impossible de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un œil vivant. Jusqu'à l'année précisément 1851, quand d'une façon absolument, disons, pas programmée, un médecin allemand, von Helmholtz, a mis à point un instrument, l'ophtalmoscope, qui permet de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un œil vivant. Donc d'observer la rétine, les nerfs optiques, les mouvements des muscles oculaires, les mouvements de la cornée, du cristallin. Et à ce moment-là, il était possible de faire des recherches empiriques sur les yeux. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à voir, par exemple, se développer des systèmes pour mesurer l'acuité visuelle, pour faire des tests sur la vision de près et de loin, et des unités de mesure, dont la dioptrie par exemple, ont été établies et ont reçu le consensus de la communauté scientifique internationale. On a des publications scientifiques exclusivement consacrées à l'ophtalmologie. On a les premières chaires d'ophtalmologie dans la faculté de médecine, des associations professionnelles. C'est à partir de ce moment-là que l'ophtalmologie a commencé à exister en tant que spécialité médicale comme on la connaît aujourd'hui. Et aussi, c'est à partir de ce moment-là que les médecins ont intégré les lunettes dans un discours scientifique. Et les lunettes ont pris un statut de dispositif médical. Dispositif médical, oui, certes. Mais à regarder l'étalage de montures, tantôt en bois, en métal, légère, ronde ou papillon de mon opticien, je me dis qu'aujourd'hui, être myope, c'est aussi être tendance. Qu'est-ce que c'est des lunettes pour vous ? C'est un accessoire de mode, c'est un accessoire de vie, de santé. Si on peut associer le côté mode avec, c'est quand même plus sympa. Et juste au niveau de la mode des lunettes, c'est quoi la mode en ce moment des lunettes ? Quelles sont les tendances ? On était sur des lunettes en métal plutôt. Là, je vois que vous avez des grosses lunettes. Vous avez changé de lunettes ? Le métal, on en fait un petit peu moins. Le retour à l'acétate épaisse, depuis 1 an, on le constate. Donc plus d'épaisseur, lunettes un petit peu plus typées et de la couleur toujours. Ouais. Et vous avez changé de lunettes ? Oui. Vous changez régulièrement ? Non, pas du tout. J'aime pas ça. Vous aimez pas les lunettes ? J'aime pas changer. Ah. Je reste dans mes habitudes. L'Amérique, toujours en veine d'idées neuves, vient de lancer sa dernière mode, les lunettes millionnaires. Diamants et perles ont leur place autour des prunelles comme aux doigts. Ainsi, en robe du soir, les yeux des belles d'outre-Atlantique brillent de 1000 feux. Être myope, quel rêve! Un rêve qui se mesure tous les 6 mois, consciencieusement, dans une petite pièce à part de mon opticien pour vérifier que mon ordonnance est à jour. Votre dossier, très clairement, je le connais par cœur. Ah bon, pourquoi ? Renouvellement lunettes, renouvellement lentilles. C'est effectivement 3-4 fois par an avec la myopie que vous avez. Alors, c'est quoi la machine que vous avez ? Alors ça, c'est un autoréfractomètre, précisément. Ça va donner une valeur automatique, plutôt approximative de la correction. Ok, donc là j'enlève mes lunettes. Je vous laisse retirer vos lunettes. Je vais juste bloquer la machine. Donc je colle le menton là. Exactement. Je regarde dans l'espèce de trou noir. Ah ouais, ben vous fixez bien au fond. Classiquement, ça va être une petite montgolfière comme ça. Ah oui, j'ai toujours l'habitude de cette montgolfière maintenant. Exactement. Elle est quasiment présente sur toutes les machines. Ça va être net puis flou, c'est normal. Là, c'est pas net du tout, hein. C'est normal. Et donc là, on a un petit ticket sur une valeur automatique, avec par exemple une myopie qui est à droite qui ressort à moins 8,50. Et à droite, on a un moins 6,75. Je suis encore plus myope qu'avant. On va contrôler et on va faire un petit examen de vue.
Petite, je détestais mes lunettes. Peu d'enfants en portaient, et mes verres étaient tellement épais qu'ils faisaient de mes grands yeux de petites billes bleues perdues sur mon long visage. Je me sentais moche. Et je me souviens que chaque été, quand j'allais chez ma grand-mère, je la regardais attentivement sortir sa trousse de toilette, son petit miroir, et mettre sur le bout de son doigt, un peu tordu, une minuscule goutte de verre. Une lentille. S'ensuivaient alors quelques minutes de bataille entre son œil, son doigt, son œil, et quelques clignements, et hop, disparues les lunettes. Est-ce que tout en bas, on peut le lire, ça ? Quel spectacle pour moi, quel rêve! Alors, quand à 13 ans, j'ai eu enfin le droit, moi aussi, de porter des lentilles, je me suis sentie revivre. Et je suis devenue championne de l'enfilage. En 2 secondes, sans miroir, sans table, pas toujours dans des conditions hygiéniques optimales, mais c'était vital pour moi. J'étais redevenue normale. Ouais, plus ou moins. Ouais, c'est vraiment rikiki, là. On dirait des grains de riz. C'est toujours déchiffrable quand même ? Apparemment, les premiers à imaginer une solution semblable à celle d'une lentille de contact, a mentionné la possibilité de mettre un verre à l'intérieur de l'œil pour améliorer la vision, a été Léonard de Vinci, mais ça reste presque anecdotique. C'est une note dans un de ces codes qui n'a pas eu vraiment de suite. Non, les premiers essais avec des lentilles de contact en verre ont été faits vers la fin des années 1880. Et c'était des assez gros morceaux de verre l'on pouvait porter pour, je sais pas, une demi-heure un maximum. Après, il fallait les enlever. Ça, on peut considérer comme les premiers essais de lentilles de contact. Après, les lentilles de contact ont vraiment commencé à se développer à la suite le développement de l'industrie des matières plastiques, quand on a pu avoir à disposition des polymères assez souples, malléables et durable pour être utilisé pour fabriquer des lentilles de contact avec une correction. Et c'était aux alentours des années 50 que les premières lentilles ont commencé à être mises sur le marché. Là, il s'agissait de lentilles assez grandes, donc ce n'est pas très confortable. Et on pouvait les porter, disons, une dizaine d'heures. Ensuite, à partir des années 70, les lentilles, disons, plus petites qui couvrent la cornée ont commencé à apparaître, et surtout à partir de la fin des années 70, début des années 80, les lentilles gaz perméables, ce qui permet un confort plus important et surtout réduit les risques d'asphyxie au niveau de la cornée qui est liée aux portes de lentilles. Je me souviens bien de l'arrivée de ces lentilles à gaz perméables sur le marché. Du jour au lendemain, moi qui avais les yeux secs avec les modèles précédents, j'ai pu porter les lentilles plus de 5 heures d'affilée, à une fête, sans aucune gêne. Et c'est la première fois que j'ai oublié que j'étais myope. Pourtant, s'il y a bien une chose qui restera gravée en moi, grâce à la génétique notamment, c'est bien ma myopie. Gène que partagent malheureusement également mes enfants, futurs myopes. Et alors là, je vois derrière vous, vous avez un petit rayon enfant, de lunettes enfant, c'est ça ? Oui. Est-ce que vous avez beaucoup d'enfants qui viennent ici ? On a pas mal d'enfants, généralement ce sont les enfants de nos clients. Mais oui, et puis il en faut pour tout le monde. Et les enfants, vous en avez de plus en plus, vous constatez là en 5 ans d'ouverture ? Ouais, il y a de plus en plus d'enfants. Les myopies, de toute façon, c'est un petit peu exponentiel. Il y a ce qu'on appelle, il y a une petite épidémie de myopie. Opticien, c'est un métier d'avenir, non, en ce moment, avec la société et tous myopes en 2050 ? Alors, je ne sais pas si c'est un métier d'avenir. En tout cas, c'est un métier où, pour l'instant, on a besoin de nous, on a besoin du service et on a besoin de conseils. Donc, on est encore utile. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on change dans notre société pour ne plus avoir besoin de vous ? Alors, en tout cas, pour avoir moins besoin de nous, tout ce qui est myopie évolutive, cette petite épidémie de myopie, il y a eu des études récentes qui ont montré que 2 heures au moins par jour, dehors, à la lumière naturelle, ça a enlevé un certain nombre de risques. Donc en tout cas, ça passe par passer un peu plus de temps dehors. Je pense que les compagnies qui s'attellent au traitement de la myopie ont de beaux jours devant elles, effectivement. Même si, évidemment, le mieux pour la société serait d'éviter que les gens développent la myopie, plutôt que de juste faire du palliatif et du correctif, effectivement.
C'est aussi l'avis de Serge Reskinov, président de l'International Myopa Institute. En mai 2023, il participait au congrès de la SFO, Société française d'ophtalmologie. Les pouvoirs publics peuvent effectivement faire quelque chose. À Taïwan, par exemple, des dispositions ont été prises pour que les enfants passent plus de temps dehors pendant le temps scolaire. En Chine, des lois ont été passées de façon à éviter une surcharge de travail en vision de près. Il y a un objectif de réduire la prévalence de la myopie chez les enfants de 6 ans à moins de 3%. Donc il y a effectivement des pays où les pouvoirs publics se sont saisis du problème. Mais c'est aussi parce que dans ces pays-là, la myopie est déjà la première cause de cécité. Dans des pays comme l'Europe, les pouvoirs publics, malheureusement, souvent ne se rendent pas compte de l'urgence en termes de prévention pour éviter ces cécités qui vont être des gros problèmes à l'échelle individuelle, mais qui vont aussi coûter très cher à la société plus tard. Car oui, être myope a un prix. Déjà pour moi, lentilles 80 € par œil pour 6 mois. Produits d'entretien 50 € les 4 litres. Lunettes, monture plus verre aminci, environ 300 € tous les 3 ans, soit environ 360 € pour mois chaque année. Sans compter bien sûr la part mutuelle ni la sécurité sociale aux frais de la collectivité. Alors, heureusement pour moi, en 1963, le docteur colombien José Balaguer invente une technique chirurgicale permettant de modifier la courbure de la cornée, afin de diminuer la myopie. Une technique révolutionnaire dont bénéficieront les myopes du monde entier pour abandonner lunettes et lentilles. Mais ça, je vous en parlerai dans le prochain épisode. Dans cet épisode, vous venez d'entendre le docteur Baptiste Villemay, l'historienne Corinne Doria et Lucas. Merci à elles et à eux de nous avoir accordé de leur temps. C'était Au fond des yeux, une enquête originale de l'Hôpital des 15-20, l'Institut de la Vision et l'IHU Foresight pour la Vision. Elle est produite par le studio Ose. Reportage, Léa Minot. Réalisation, Juliette Medevielle. Production, Lorraine Pagès.